Vous ignorez tous le génie derrière l'accord en négociation avec l'Iran, qui pourrait aboutir bientôt. Même si cela n'aboutit pas, nous assistons à un changement stratégique que personne n'avait prévu. Depuis plusieurs jours, le récit qui se forme dans la plupart des médias est assez cohérent. Trump s'est fait avoir. D'anciens responsables ayant soutenu la guerre affirment désormais publiquement que l'opération Fureur épique a été inutile, que l'accord proposé est faible et que l'Iran en sort renforcé. Et honnêtement, en regardant ce qui a été rapporté en surface, cet argument a vraiment du poids. La République islamique est toujours debout. Les missiles balistiques de l'Iran, des dizaines de milliers d'entre eux, dont certains ont prouvé pendant cette guerre qu'ils pouvaient atteindre des cibles en Europe de l'Ouest, ne font partie d'aucune négociation en cours actuellement. L'uranium enrichi est soumis à un délai de 60 jours que l'Iran a déjà annoncé ne pas vouloir respecter. Des milliards d'actifs iraniens gelés pourraient être débloqués, offrant au régime un soulagement financier au moment où il subissait une forte pression interne. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, les institutions étatiques iraniennes ont proclamé une victoire historique, ce que l'ennemi ne fait généralement pas s'il a été vaincu. Donc, les critiques n'inventent rien, et une partie de cet accord est réellement faible. Ils ratent l'essentiel, car encore une fois, nos politiciens jouent à un jeu d'échecs complexe, tandis que nous apprenons encore les règles. Bienvenue sur Miro Keshon JNS TV. Allons-y sans plus attendre. Commençons par un appel téléphonique que personne d'entre nous n'a vraiment compris. En avril, Donald Trump avait fixé une date limite non respectée par l'Iran. L'opération militaire était alors totalement autorisée. Nous avons attendu l'attaque, puis l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont demandé à Donald Trump de privilégier les négociations car une nouvelle frappe contre l'Iran entraînerait une riposte trop coûteuse. Contre toute attente, Trump a reculé. Cela paraissait anodin à l'époque. Ensuite, lors du deuxième appel en mai, une frappe plus importante était prévue pour le lendemain. Cette fois, le chef de l'armée et le premier ministre du Pakistan ont appelé, suivis des mêmes dirigeants du Golfe, délivrant le même message urgent. Donald Trump a encore reculé, ce qui est étrange. On pourrait penser que l'argent de ces pays faisait pression pour eux. Encore une fois, nous n'avons pas vu ce que Donald Trump faisait réellement. Mais avant cela, essayons de comprendre les intentions de l'Iran en visant les États du Golfe pendant cette guerre. C'était surprenant que l'Iran investisse autant de ressources dans des pays non impliqués dans l'escalade entre les États-Unis et Israël. Alors, quelle en est la logique? L'Iran savait que l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis étaient trop exposés économiquement et vulnérables politiquement pour réagir militairement eux-mêmes. Que cela ruine leur tourisme et frappe leur secteur pétrolier, ce qui fait mal. Le but était de les frapper assez fort et de les effrayer pour qu'ils fassent pression sur l'Amérique afin qu'elle cesse les bombardements contre l'Iran. Utiliser les pays du Golfe comme tampon entre Téhéran et Washington. C'était en fait une stratégie cohérente, et elle a fonctionné 2 fois, exactement comme l'Iran l'avait prévu. Mais était-ce vraiment la victoire que pensaient les Iraniens? Non, car sans le savoir, ils jouaient le jeu de Trump. C'est ce que l'Iran n'avait pas prévu. Chaque fois que ses dirigeants du Golfe appelaient Trump pour lui demander de se retenir, il lui montrait exactement à quel point leur situation était désespérée, lui disant de la manière la plus directe possible ce dont ils avaient besoin de lui et à quel point ils en avaient besoin. La raffinerie de Ras Tanura en Arabie saoudite, l'une des plus grandes installations de traitement du pétrole au monde, avait été bombardée. Le royaume affichait un déficit de 33,5 milliards au premier trimestre. Leurs économies sont en grave difficulté et leurs villes sont en alerte aux missiles. Et la position de neutralité calculée que ces pays avaient maintenue pendant des décennies s'est complètement effondrée sous les attaques soutenues de l'Iran. Quand les pays du Golfe ont fait pression sur Donald Trump, ils lui ont en fait donné un moyen de pression. Parce que si vous comprenez comment Donald Trump fonctionne lors d'une négociation, vous savez que cette reconnaissance de dette est tout pour lui. Et ils la lui ont donnée. Quand, le 25 mai, Donald Trump a annoncé sur Truth Social que l'accord avec l'Iran était largement négocié, cette annonce cachait un élément que les médias occidentaux ont presque totalement omis d'expliquer. Peu importe qu'à l'heure actuelle, cet accord soit encore loin d'être conclu, ce qui n'est pas surprenant, mais ces détails déconcertent et choquent beaucoup de gens, et il est vraiment important de les comprendre. Il a déclaré qu'il était obligatoire que tout pays impliqué dans le cadre de l'accord, et je parle de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Pakistan, de la Turquie, de l'Égypte, de la Jordanie et de Bahreïn, signent simultanément les accords d'Abraham, le cadre de normalisation et de paix entre Israël et le monde arabe.
Nous allons expliquer cela correctement dans un instant. Et puis, dans ce qui pourrait être la déclaration diplomatique la plus audacieuse depuis des décennies, il a invité l'Iran lui-même à s'y joindre, disant que ce serait un honneur d'avoir l'Iran comme membre de ce qu'il a appelé une coalition mondiale sans précédent. Tout le monde s'est concentré là-dessus. Trump est encore une fois jugé dérangé. L'Iran dans les accords d'Abraham. La République islamique, qui prône la mort d'Israël depuis 1979, fonde toute sa politique étrangère sur l'idée qu'Israël n'a aucun droit d'exister. Invité à signer un accord de paix avec Israël, en échange de la fin d'une guerre que la République islamique doit absolument stopper. Évidemment, il s'adresse au peuple iranien une fois de plus en les incitant à renverser la République et à se libérer pour finir par conclure un accord avec Israël. L'audace de cette demande a tellement choqué les représentants de ces pays qu'ils sont restés sans voix quand il leur a imposé cette exigence. Pouvez-vous imaginer l'appel téléphonique? Un accord de paix avec Israël en échange de la paix avec l'Iran? Maintenant, soyons clairs sur un point. La Turquie ne signera pas. Et l'Iran sous la République islamique ne signera pas non plus. Nous pensons que Donald Trump le sait très bien. Demander le maximum dès le début d'une négociation permet de faire passer ce que vous obtenez pour un compromis raisonnable plutôt qu'un grand changement. Il ne vise pas ces pays-là, mais plutôt l'Arabie saoudite, le Pakistan et peut-être le Qatar. Et pourquoi est-ce si important? Pour clarifier, il faut comprendre ce que sont les accords d'Abraham. En septembre 2020, sur la pelouse de la Maison-Blanche, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signé des accords de normalisation avec Israël. Le Maroc et le Soudan ont suivi, et l'ensemble a été nommé Accord d'Abraham, d'après notre ancêtre commun dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. La portée de cela est immense, car la position du monde arabe depuis 75 ans, depuis la création d'Israël en 1948, était restée constante. Aucun pays arabe ne reconnaîtrait Israël, du moins pas avant qu'il n'y ait d'abord un État palestinien. Nous nous souvenons que l'Égypte a rompu cette règle en 1979 et cela a été un événement majeur. La Jordanie l'a ensuite fait en 1994, mais après cela, personne d'autre ne s'est joint pendant encore 26 ans. Cela semblait être la norme acceptée. Et puis, les accords d'Abraham ont complètement bouleversé la logique qui avait maintenu cette position, parce que ces pays ont examiné leur situation actuelle et ont décidé que leur véritable problème stratégique n'était pas Israël, c'était l'Iran. Et qu'Israël se trouvait être le pays le plus déterminé à affronter la même menace qu'il cherchait discrètement à contenir. Ce qui a suivi a été d'une importance énorme. Le commerce entre Israël et les Émirats arabes unis est passé d'essentiellement 0 à 4 milliards de dollars par an en 5 ans. Un accord sur le gaz naturel de 36 milliards de dollars entre Israël, l'Égypte et leurs partenaires américanisés a vu le jour. Les investissements privés dans la technologie entre les pays signataires de l'accord ont augmenté de 431% en une seule année, avec des co-entreprises dans l'IA, la cybersécurité, l'agriculture et la défense devenant la nouvelle norme. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les États arabes ne rendaient pas service à Israël en signant. Ils voulaient avoir accès à ce qu'Israël avait construit. Car Israël, un pays de la taille du New Jersey, sans pétrole et entouré de voisins hostiles depuis sa création, était pourtant devenu l'une des nations les plus avancées technologiquement au monde. Ces pays ont compris que entretenir leur hostilité envers Israël n'en valait pas le prix, comparé à tous les avantages qu'ils pouvaient obtenir en signant un accord. Pour l'Arabie saoudite en particulier, qui essaie de construire toute une économie post-pétrole grâce à son programme Vision 2030 et qui a engagé 100 milliards de dollars pour devenir un pôle technologique mondial, l'accès à l'innovation israélienne n'est pas seulement une courtoisie diplomatique. C'est quelque chose dont ils ont été privés pendant 75 ans et dont ils ont vraiment, sincèrement, véritablement besoin. Mais la véritable signification profonde des accords n'a jamais été uniquement économique. C'était ce que cela signifiait pour l'Iran. L'influence de l'Iran au Moyen-Orient n'a jamais été fondamentalement liée uniquement à ses capacités militaires, même si ces capacités sont réelles et sérieuses. L'Iran fonde son action régionale sur sa capacité à recruter, lever des fonds, déstabiliser les gouvernements voisins et se présenter comme un leader à suivre. Repose sur un récit politique et religieux. Selon ce récit, le monde musulman est uni dans son rejet d'Israël et l'Iran en est le défenseur légitime, et que tout gouvernement arabe qui se rapproche d'Israël trahit la cause islamique. Cette histoire inventée, c'est ce qui donne à l'Iran son influence régionale, son vivier de recrutement et sa justification intérieure pour dépenser les ressources de son peuple dans des conflits étrangers pendant des décennies, plutôt que dans le pays lui-même. Il est important de préciser que cette opinion n'est pas universelle en islam. Il existe d'importantes voix au sein de la communauté savante islamique qui soutiennent depuis longtemps que l'hostilité envers l'existence d'Israël est une construction politique plutôt qu'une véritable exigence religieuse.
Ces voix ont gagné en crédibilité lorsque la normalisation s'est révélée possible sans catastrophe. Mais plus cette opinion se normalise, plus la République islamique devient redondante, ce qui explique précisément pourquoi l'Iran a cherché à l'arrêter. Avant le 7 octobre 2023, un accord de paix entre l'Arabie saoudite et Israël n'était plus qu'à quelques semaines d'être signé avec un cadre établi et des discussions en cours. Yahya Sinwar l'a déclaré publiquement 5 jours avant l'attaque, que la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël progressait de manière significative et que c'était cela qu'il fallait arrêter. Puis le Hamas a lancé ce que nous connaissons tous désormais. Le 7 octobre était une opération calculée, planifiée sur 2 ans, selon des documents retrouvés dans des tunnels à Gaza, spécifiquement conçus pour briser l'élan vers un accord entre l'Arabie saoudite et Israël, pour faire d'Israël l'agresseur aux yeux du monde musulman à nouveau, et pour rendre la normalisation politiquement impossible pour tout dirigeant musulman tant que Gaza brûlait. Derrière le Hamas, il y avait l'Iran, pas pour l'attaque spécifique, mais de façon générale. Sa coordination, ses ressources et sa direction stratégique étaient là parce qu'il était censé se battre pour maintenir la cause palestinienne vivante et, ce faisant, garder la normalisation à distance, car la normalisation prouve que la cause palestinienne n'est plus au premier plan. La signature des accords d'Abraham par l'Arabie saoudite aurait marqué le début de la fin des fondements de la République islamique. Si le gardien des lieux les plus saints de l'islam décide qu'Israël n'a pas à être l'ennemi, l'Iran perd la cause qui a justifié son existence en tant qu'État révolutionnaire depuis 45 ans et la prétention à diriger quoi que ce soit se dissout tout simplement. Parce que l'Arabie saoudite est extrêmement importante dans le monde arabe. Alors, l'Iran a utilisé le Hamas pour stopper l'accord saoudien en 2023. L'accord a échoué, la guerre a éclaté et il a un temps semblé que l'Iran maîtrisait la situation. Hélas, quelle erreur. Maintenant, pour leur obtenir l'accord dont ils ont tellement besoin, Trump exige l'accord saoudien, plus le Pakistan, plus le Qatar, plus l'ensemble du monde musulman, comme prix pour mettre fin à la guerre qu'ils ont déclenchée le 7 octobre. Il est vraiment difficile de trop insister sur l'ironie de la situation. Je veux dire, c'est l'échec et mat ultime. Pour être clair, l'Iran n'a pas poussé le Hamas à commencer cette guerre. C'était l'initiative du Hamas, mais il était financé par l'Iran et partage la même idéologie. Alors, pourquoi l'Arabie saoudite, le Pakistan et le Qatar sont-ils spécifiquement choisis? Eh bien, le titre officiel du roi saoudien est gardien des 2 saintes mosquées, le gardien de la Mecque et de Médine. Et l'autorité religieuse qu'il détient auprès de 1,8 milliard de musulmans à travers le monde est sans équivalent parmi les autres fonctions politiques, peut-être même sur Terre. On pourrait peut-être le comparer au pape. L'Arabie saoudite signant un accord de normalisation avec Israël n'ajouterait pas simplement un pays de plus à une liste diplomatique. Ce serait une déclaration de la plus haute autorité religieuse du monde musulman sunnite que le conflit avec Israël est terminé, et que l'avenir du monde musulman ne s'organise pas autour de la poursuite de ce combat, et que l'affirmation selon laquelle l'ensemble du monde musulman soutient la résistance de l'Iran ne tient tout simplement plus après cela. Je dirais que c'est assez significatif, sans parler du fait qu'ils disent « Nous en avons fini avec cette cause palestinienne ». Elle nous a tous épuisés. Le Pakistan a une signification complètement différente, car le Pakistan n'est pas un pays arabe. Mais c'est un pays musulman de 240 millions d'habitants, la 5e nation la plus peuplée au monde et la seule puissance nucléaire à majorité musulmane au monde. Et ses passeports portent la mention « non valable pour voyager en Israël » depuis 1948, sans la moindre interruption pendant 77 ans. Si le Pakistan signe, le signal sera envoyé à tous les pays à majorité musulmane de la planète, de l'Indonésie à la Malaisie, du Bangladesh à l'Afrique de l'Ouest, pas seulement aux pays arabes, indiquant clairement que le consensus qui a défini les 77 dernières années est terminé. Le Pakistan a toujours dit en privé qu'il n'agirait que si l'Arabie saoudite le faisait d'abord, car son approbation offre une couverture politique et religieuse aux autres pays musulmans, impliquant bien plus que l'Arabie saoudite seule. Cela pourrait débloquer tous ceux qui attendaient ce signal. Le Qatar reste le plus complexe à comprendre si vous suivez la région depuis un moment. Le Qatar a non seulement hébergé pendant des années la direction politique du Hamas, mais aussi financé des groupes palestiniens et leur infiltration en Occident. Toute l'identité régionale du Qatar repose sur l'entretien de relations avec tous, sans jamais choisir de camp durablement, tout en promouvant en coulisses une idéologie très dangereuse. Si le Qatar signe les accords d'Abraham, le pays qui a offert un refuge au Hamas sera officiellement dans un cadre de normalisation avec Israël. Personnellement, je pense que le Qatar est un État ennemi d'Israël et devrait être déclaré comme tel, mais ce serait un retournement de situation tellement étrange, non seulement pour Israël, mais aussi pour tout l'Occident. Le Qatar annoncerait-il publiquement qu'il change de stratégie?
J'aimerais bien voir ça. Mais pourquoi l'un de ces pays signerait-il? La vraie question est pourquoi l'un de ces pays envisagerait cela maintenant alors qu'ils ne l'ont pas fait depuis des décennies. Et la réponse n'est pas la pression diplomatique américaine, ni un changement de position sur Israël. La réponse, c'est ce que l'Iran a fait à ces pays pendant la guerre. Quelle ironie! Pendant des décennies, s'opposer à Israël n'avait aucun coût pour ces gouvernements et leur valait même une sympathie religieuse et politique. Cela empêchait l'Iran de les cibler directement sans avoir à agir ou combattre qui que ce soit. La Palestine était une cause qu'ils pouvaient soutenir dans leurs discours sans que cela n'affecte réellement leur vie ou leur économie de manière significative. Mais l'Iran les a attaqués quand même. Les raffineries saoudiennes, les villes et infrastructures émiraties, ainsi que la navigation dans le Golfe ont été visées, même lors des cessez-le-feu, avec des drones frappant près de la centrale nucléaire des Émirats arabes unis durant la trêve. Ces gouvernements ont découvert pendant cette guerre que leur position de neutralité ne les protégeait en réalité de rien. La question qu'ils se posent désormais n'est plus comment éviter de prendre parti, mais comment ne plus jamais se retrouver dans cette situation. Et la réponse pratique à cette question implique un alignement formel avec une architecture de sécurité conçue pour dissuader l'Iran. Ces accords n'obligent pas à faire la guerre pour Israël, ni ne contiennent d'engagement de type OTAN. Mais quand l'Iran a lancé 300 drones et missiles sur Israël en avril 2024, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont discrètement partagé des données de suivi radar. Ils ont aidé à intercepter les projectiles iraniens secrètement puis publiquement avant de le nier le lendemain. Parce que les missiles iraniens se dirigeant vers Israël traversent l'espace aérien saoudien et les intercepter relève de la même opération défensive, peu importe le pays qu'ils visent. La géographie en fait un seul problème, pas deux problèmes séparés. Israël a soutenu les Émirats arabes unis lors de la récente guerre avec l'Iran en les protégeant et en leur fournissant des technologies anti-drones. Nous travaillons ensemble. Officialisons cela par un commandement militaire commun, des défenses antimissiles, des réseaux de renseignement et une coopération en cybersécurité. Et ce qui se construit, c'est une coalition de pays unis par un intérêt stratégique commun, empêcher l'Iran d'avoir une domination régionale. Cette coalition, réunissant l'autorité religieuse saoudienne, la puissance nucléaire du Pakistan, l'économie des États du Golfe et la force militaire et technologique d'Israël, constitue un dispositif de dissuasion inédit pour l'Iran. S'opposer à Israël alors que l'alliance américaine a ses dimensions politiques complexes, c'est un certain calcul. S'opposer à l'ensemble de ce groupe de pays réunis, une coalition unie par leur compréhension commune de ce qu'est réellement l'Irak et de ce qu'il veut, c'est une toute autre affaire. Et la différence entre avoir ce groupe comme allié et avoir les États-Unis comme alliés est énorme. Mais nous y reviendrons dans un instant. Mais sous tout cela se trouve le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, IMEC, une route commerciale et d'infrastructures proposée qui relierait l'Inde à l'Europe en passant par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël. Conçu pour concurrencer les nouvelles routes de la soie de la Chine, ce contournement délibéré de l'Iran n'est possible qu'avec une normalisation élargie, ce qui signifie que l'architecture économique et l'architecture sécuritaire sont construites comme une seule et même chose, et non comme deux entités séparées. Parce que la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est un problème que tout le monde comprend et qu'il faut résoudre, mais ce type d'accord de paix pourrait potentiellement régler cela aussi. Donc la question de savoir si un accord serait bénéfique pour Israël est une question à laquelle nous devons vraiment répondre, car ce n'est pas si simple. À court terme, cet accord n'est pas avantageux pour Israël. En résumé, l'existence de la République islamique met Israël en danger. Israël voulait le renversement de la République islamique, et une importante capacité militaire américaine a été engagée dans cette guerre, dont Israël ne dispose pas à lui seul. Le régime est toujours là, avec ses missiles balistiques intacts et un possible allègement financier. Non, Israël ne contrôle pas la politique étrangère des États-Unis. Décision de Donald Trump, fondée sur des calculs économiques et politiques américains, Israël étant le partenaire junior. Ce moment l'a clairement montré. Benjamin Netanyahou doit maintenant justifier à un public israélien qui voulait une guerre plus poussée pourquoi elle pourrait finir ainsi, ce qui est difficile pour lui qui a fondé son identité politique sur la sécurité d'Israël. Je le répète, la vision à long terme est vraiment différente et exige d'accepter quelque chose que beaucoup ont du mal à gérer. Les Israéliens l'ont fait avec le Hamas à Gaza et pourraient devoir le refaire avec l'Iran. La République islamique est une idéologie révolutionnaire ancrée dans tout l'appareil d'État, dans les gardiens de la révolution, dans les systèmes éducatifs et dans les structures religieuses de l'État. 45 ans de pression américaine, entre sanctions, assassinats, cyberattaques et actions militaires, n'y ont pas mis fin. 6 semaines de bombardements n'y ont pas mis fin.
Détruisez les installations nucléaires, elles seront reconstruites. Éliminez des dirigeants, d'autres surgiront. Chaque administration qui a tenté de gérer la République islamique l'a laissé toujours debout, ce qui, à un certain moment, cesse d'être une surprise et devient simplement une information importante sur la réalité que nous devons accepter. La question devient: que faites-vous réellement face à une menace que vous ne pouvez pas simplement éliminer physiquement parce qu'elle est idéologique? Et la réponse vers laquelle Donald Trump semble s'orienter est de construire une situation régionale dans laquelle l'Iran se retrouve stratégiquement isolé comme il ne l'a jamais été auparavant. Où le gardien de la Mecque et la seule puissance nucléaire musulmane sont en paix avec Israël, où une coalition de pays aux raisons diverses veut contenir l'Iran, et où le récit politique affirme que le monde musulman soutient cette position. La résistance de l'Iran n'a plus aucun public car les voix les plus autorisées du monde musulman sont parties dans la direction totalement opposée. Une coalition comme celle-là, fondée sur un intérêt stratégique commun et une compréhension très profonde de ce à quoi ils sont confrontés. Plutôt qu'une pression américaine avec ses propres moyens de dissuasion, son poids et sa légitimité régionale, cela offre une assurance à long terme contre une possible résurgence iranienne. Cela ne dépend pas de la présence d'un président américain en particulier au pouvoir, ce qui est l'élément de génie supplémentaire de cette initiative. Le Moyen-Orient dépendrait du Moyen-Orient pour sa sécurité et non des États-Unis, qui se sont révélés, même hors de la présidence de Trump, être parfois très imprévisibles. Donald Trump a réfléchi à long terme tout ce temps et en se projetant dans l'avenir et en observant l'évolution de l'opinion américaine, il a décidé qu'il fallait quelque chose d'un peu plus concret que le simple soutien de l'Amérique à Israël. À mesure qu'Israël continue de développer son indépendance militaire vis-à-vis des États-Unis, cela lui donne une plus grande liberté d'agir selon sa propre évaluation des menaces. Les États du Golfe qui partagent la vision d'Israël sur ce que représente réellement l'Iran pourraient se retrouver de plus en plus alignés avec cette capacité plutôt que d'y résister. Et plus important encore, l'avenir de l'Iran ne dépend pas seulement du fait que l'Amérique comprenne la menace, mais plutôt des personnes qui savent qu'elle est réelle. Ce moment prend tout son sens quand on considère le contexte et la façon dont tout s'est assemblé. En 2023, l'Iran a utilisé le Hamas pour empêcher un accord de paix imminent entre l'Arabie saoudite et Israël, provoquant le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, spécifiquement pour empêcher la normalisation arabo-israélienne et préserver sa position de champion de la résistance musulmane. Ça a marché. L'accord a disparu. La guerre a suivi et l'Iran s'est ainsi offert du temps. Mais la guerre déclenchée le 7 octobre est désormais utilisée comme levier pour exiger quelque chose de bien plus important que l'accord que Sinwar a sacrifié sa vie pour empêcher. Alors que l'attention médiatique était centrée sur la question de savoir si Trump s'était fait dépasser dans les détails du cessez-le-feu, encore une fois, ce cessez-le-feu sera probablement sans grande importance, tandis qu'un calcul à plus long terme est en train de se dessiner. Un calcul basé sur la reconnaissance que la République islamique ne disparaîtra pas uniquement par une action militaire. Et la fenêtre de pression maximale créée par cette guerre était peut-être le seul moment où il était possible d'obtenir quelque chose de permanent de la part de pays qui étaient enfin assez désespérés pour l'envisager sérieusement. C'est l'œuvre de l'Iran. Est-ce que cela va fonctionner? Nous sommes encore loin d'un accord. L'Iran revient déjà sur ses engagements de la semaine dernière. Le Qatar a longtemps investi massivement pour se distinguer par une identité régionale différente de cet alignement. Et l'Arabie saoudite fait actuellement face à 99% d'opposition intérieure à la normalisation. Et je ne pense pas qu'Israël se précipite avec enthousiasme vers des partenariats officiels avec des pays qui financèrent ses ennemis il n'y a pas si longtemps. Il y a des étapes sérieuses et compliquées entre là où nous en sommes aujourd'hui et tout ce qui ressemble à ce que Trump décrit. Et tout cela pourrait absolument s'effondrer. Mais la question a véritablement changé. La République islamique est une idée, et les idées ne s'effacent pas par des campagnes militaires. Reconnaître cela plutôt que de s'y opposer paraît être le véritable enjeu à long terme. Construire une coalition de pays ayant toutes les raisons de contenir l'Iran, c'est une réponse différente au même problème qui a résisté à toutes les autres solutions depuis 45 ans. Et si c'est de cela qu'il s'agit depuis le début, si c'est le plan qui a toujours été à l'œuvre en arrière-plan derrière le vacarme des négociations de cessez-le-feu, du cirque médiatique et des critiques venant même des alliés de Trump, alors la seule question qui reste vraiment est: qu'a-t-il d'autre prévu? Je suis Irakais et je vous dis à la prochaine fois.